Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast. Je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe du Trail qu'on aime en comité restreint aujourd'hui, avant la folle semaine UTMB, pour vous proposer un nouvel épisode qui s'annonce une nouvelle fois dense et passionnant. Malheureusement, pas de Théo actuellement en plein Tour du Queyras, ni de Margot déjà la tête dans les disques durs. Mais laissez-moi vous présenter les deux protagonistes qui vont m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui s'apprête à nous faire une belle ludopomerée sur l'OCC. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous, ça va pas trop mal. Alors après les dernières semaines n'ont pas été idéales dans ma préparation, j'ai eu quelques soucis au niveau intestinal. Je sais pas si j'ai bu dans une mauvaise source ou s'il y a une source au-dessus de chez moi qui était un peu polluée parce que j'ai été malade quelques temps, donc j'ai passé une petite douzaine, quinzaine de jours avec des sensations très moyennes et donc forcément pas les entraînements que j'avais prévus. Donc j'ai revu mes ambitions à la baisse. J'ai fait mon plan de course hier. Pour une fois, je suis en avance avec une arrivée prévisionnelle en 6h05, donc à peu près au niveau des premières féminines. Et c'est, je pense, plus ou moins en accord avec mon niveau du moment. Donc probablement un départ très prudent pour essayer de pas trop exploser avant la fin de la course. Et tu seras accompagné par celui qui a sûrement encore plein d'étoiles dans les yeux après sa folle semaine qu'il a passée avec l'équipe de France du côté de Canfranc en Espagne. Mathieu Delpech, comment ça va ? En effet, salut tout le monde, salut Alex, salut Nico. Je rentre d'un stage intense avec l'équipe de France du côté des Pyrénées où on est allé reconnaître le parcours des mondiaux et c'était vraiment incroyable. On va en reparler un petit peu dans le podcast. C'était une belle tranche de vie et puis la nuit dernière j'ai dormi presque 12 heures parce que pour me remettre de tout ça et ce qui a été sûrement pour moi un des plus gros blocs d'entraînement de ma vie en termes de volume jusqu'à maintenant, pas mal de fatigue accumulée, mais là l'énergie remonte et je pense qu'on a bien travaillé. Désormais, n'oublions pas l'animateur de ce podcast, notre couteau suisse, celui qui a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès le week-end dernier. Alexandre Viol, comment vas-tu ? Bah écoutez, tout va très bien, très content de vous retrouver tous les deux pour ce podcast. De retour dans les Aravis après un superbe week-end en Savoie du côté de Valloire, un coin que je connaissais surtout pour le vélo et que j'avais très envie de découvrir en trail. Et bah c'est chose faite sur le trail Galibier-Tabor, un format de 53 km et de 3200 mètres de dénivelé positif. Un format bien montagne que j'ai pas trop l'habitude de faire. Preuve en est, j'avais pris les bâtons pour randonner dans les premières bosses et limiter la casse musculaire. Et j'ai pris un énorme kiff. Franchement, c'était assez exceptionnel. Le parcours, il était fabuleux. Départ à la frontale, lever de soleil sur le refuge des Aiguilles d'Arbre, des lacs à 2400 mètres d'altitude, un point haut à 2700, et puis surtout le passage au mythique col routier du Galibier. Et c'est là qu'on comprend et qu'on se dit pourquoi, qu'on comprend pourquoi les gens sont autant attirés par le long, même si c'était pas une distance très longue, ça permet quand même de vivre des choses assez folles durant la journée et ça permet de faire quand même de sacrées balades. Et puis avec le petit bonus de victoire dans un temps plutôt honnête, je suis assez content de la gestion et de la perf. Et puis surtout une belle cagette de fruits et légumes en guise de récompense. Je vais pouvoir apprécier confortablement ma petite coupure estivale et me tourner vers le prochain gros objectif de ma saison qui sera le 80 km des Templiers. Et puis petite aparté, je serai présent ce week-end sur le trail du Bélier à La Clusaz pour réaliser ma bonne action de l'année en étant bénévole. Je serai signaleur sur la RD22, un rêve qui se réalise. Non, blague à part, je suis très content de prendre le temps de faire ça et surtout que c'est à 2 pas de la maison et c'est quelque chose que j'aurais envie de faire plus souvent car pour plus d'une dizaine de dossards pris sur l'année, faire une seule fois bénévole c'est quand même pas énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher des courses qui ont toujours besoin de bénévoles et je pense que ça leur fera très plaisir d'avoir plus de monde pour les aider. Très beau message, merci Alex et bon courage pour la RD22, j'espère qu'il n'y aura pas d'accident. Avant que tu nous donnes le sommaire, je me permets de vous rappeler plusieurs petites choses. Je vous remercie d'être là, c'est vraiment ce qui nous motive à continuer le podcast, de vous voir nous écouter ici, de vous voir aussi sur notre page Instagram où vous allez retrouver des extraits en exclusivité ou toutes les infos autour du podcast. Et si vous voulez nous soutenir encore plus, n'hésitez pas à noter notre podcast ou un épisode sur votre plateforme d'écoute. Et puis si vous partagez, vous parlez du podcast autour de vous, c'est vraiment ça qui nous motive. Merci encore. Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera comme d'habitude par les dernières actualités qui nous ont marqué sur la planète trail et surtout une actu importante qui vous concerne. On enchaînera ensuite avec la réception de celui qui a fait trembler les Kenyans sur Sierzinal, un triathlète qui aurait pu devenir le premier Suisse depuis 2013 et la victoire de Mark Lundstein a remporté cette course mythique. Adrien Briffaut sera avec nous pour nous débriefer sa course et nous parler de sa préparation.
On poursuivra avec un petit moment auto-promo où on vous fera rentrer dans les coulisses de notre semaine UTMB avec Nico et Mathieu pour vous parler du programme danse qui nous attend durant cette magnifique semaine. Et puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine. Un programme un peu moins dense que d'habitude, mais toujours fait avec amour et passion. Le Trail qu'on aime, épisode 27, c'est parti. Jingle. À toi, tu le fais jamais, Alex, à ton tour. Le Trail qu'on aime, épisode 27. Magnifique. Allez, on démarre de suite avec une actu que l'on est très fiers de vous présenter car elle vous concerne, chers auditeurs et auditrices. Mathieu, c'est à toi. Aujourd'hui, on a une annonce spéciale à vous faire, chers auditeurs. Pendant la semaine UTMB, nous allons enregistrer un épisode hors série en public. Et oui, vous avez bien entendu, vous pourrez être autour de la table avec nous, participer aux échanges ou simplement être dans la salle pour nous écouter. Ça se passera mercredi 27 août à 17h en plein cœur de Chamonix. L'équipe sera là pour vous donner les derniers conseils avant votre course. On fera 2 séquences d'environ 20-30 minutes chacune pour parler successivement de la CCC puis de l'UTMB. On avait bien envie aussi de parler de l'OCC, mais question timing, on a pu avoir le créneau que le mercredi, ça faisait un petit peu juste en veille de course pour vous déranger. On aura 2 invités pour chacune de ces courses, un homme et une femme, pour partager leurs attentes, leurs émotions, leurs expériences. Aussi, leur donner tous les derniers conseils pratiques avec notre expert Nicolas Martin. Chaque personne qui sera retenue pour venir autour de la table gagnera, écoutez bien, une paire de chaussures Brooks, notre partenaire pour l'événement, la Cascadia 19 qui est vraiment un très très bon produit hyper complet, ainsi qu'un short et un t-shirt de la gamme High Point. Donc pour vous motiver à venir échanger avec nous, voilà un petit bonus. Si vous participez à une de ces 2 courses, toutes les infos pour candidater sont à retrouver sur notre page Instagram ltqa.podcast. Et vous, le public, vous pourrez aussi poser probablement vos questions, partager vos histoires ou simplement profiter de l'ambiance. L'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire car les places sont limitées. Rendez-vous à nouveau sur notre page Instagram pour retrouver tous les détails dans les stories à la une pour avoir les liens pour candidater ou simplement assister à la séance. On a hâte de vous retrouver là-bas, de discuter trail, de partager des conseils de dernière minute et surtout de vivre ensemble cette ambiance unique de l'UTMB. Alors n'attendez pas, inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous à Chamonix pour ce moment exceptionnel. Merci Mathieu. On peut passer à la deuxième actu. Une grosse annonce qu'on a vue récemment, c'est le lieu des prochains championnats du monde de trail et de course en montagne qui est sorti. Et ce sera un lieu tout nouveau et assez exceptionnel puisque les prochains championnats du monde en 2027 auront lieu à Cape Town en Afrique du Sud. Ce sera la première fois que le continent africain accueille des mondiaux. Petit rappel, Nico Martin, monsieur Histoire, les premiers mondiaux, la date, s'il te plaît? Les premiers mondiaux, alors ça dépend si on considère, je crois que les premiers vrais mondiaux c'était 2011 en Irlande, même s'il y avait eu un trophée mondial en 2009 du côté de Serge Chevalier, et puis même je crois une première fois en 2007 du côté des États-Unis. Tout à fait, mais comme tu le dis, les premiers vrais championnats du monde comme on les connaît aujourd'hui, c'était en 2011. Donc tous ceux qui ont remporté les trophées mondiaux dont tu parles, on peut pas nécessairement considérer qu'ils sont champions du monde, mais bon. En tout cas, annonce faite, Cape Town, Afrique du Sud, un lieu assez exceptionnel. Ça va sûrement motiver pas mal d'athlètes à les préparer. Mais avant ça, bien sûr, il y aura les mondiaux à Canfranc fin septembre où tu seras présent, Mathieu. Et puis les championnats d'Europe en Slovénie en juin 2026. Et d'ailleurs, en parlant de mondiaux, tu nous l'as dit, Mathieu, tu étais en stage avec l'équipe de France de trail du côté de Canfranc pour reconnaître le parcours qui va être terriblement exigeant, que ce soit sur le trail court ou sur le trail long. Et tu t'es même octroyé quelques jours de rab avec Baptiste Chassagne pour être sûr de connaître le moindre caillou. Et tu as pu d'ailleurs tendre le micro à Baptiste avec lequel tu as enregistré une petite capsule où il nous parle du pourquoi la reco et surtout de ce qu'il pense du parcours. La capsule avec le bat. Nous sommes actuellement sur la route du retour de la reconnaissance des championnats du monde de trail long et je suis avec un athlète exceptionnel dont la parole est rare et aujourd'hui, exclusivement pour LTQA, il nous fait la chance de répondre à quelques questions. Baptiste Chassagne, tu reviens des Pyrénées et de la découverte de ces montagnes dans lesquelles tu as très peu couru. Pourquoi c'était important pour toi d'aller découvrir le terrain des championnats du monde à 6 semaines de l'échéance? En guise d'introduction, il y a déjà 2 choses. Tu maîtrises l'art du teasing et l'emphase. Il y a beaucoup trop d'adjectifs amélioratifs dans ta présentation. En tout cas, juste merci de m'accueillir pour cette petite capsule spéciale Canfranc. Et pour contextualiser aussi, en guise d'introduction, il faut dire qu'on est en train d'enregistrer ce petit moment, ce petit temps d'échange après 12 heures de reco, enfin 2 jours de team building, une nuit en van,
12 heures de reco commune et là presque 8 heures, il est 23 heures, donc presque 8 heures de route qui nous ramène à la maison. Est-ce que tu peux me reposer ta question? Du coup, je l'ai oublié. Pourquoi c'est important pour toi d'aller reconnaître ce parcours des championnats du monde? Pour 2 raisons. La première, c'est que la reconnaissance des parcours est devenue, est un des leviers que j'ai décidé d'activer et d'ajouter cette année dans ma démarche de performance. C'est quelque chose que je faisais pas forcément avant parce que je voulais justement me laisser la chance de découvrir les parcours et justement trouver une forme de levier de performance dans l'émerveillement le jour J. Et là, en fait, tous mes objectifs cette année, je les ai reconnus et clairement, il faut admettre que c'est un vrai plus de savoir ce qui t'attend. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que là, c'est quand même mon objectif principal, c'est mondiaux cette année. C'est un objectif qui a longtemps été hypothétique, mais là, il est devenu concret après notre belle bataille aux France. Et ça me paraissait important de le reconnaître, eu égard que c'est mon objectif principal, mais aussi de le reconnaître maintenant, c'est-à-dire à presque 5-6 semaines avant l'objectif, pour pouvoir justement prendre toutes les informations et réaliser un dernier bloc d'entraînement très spécifique en lien avec les spécificités de ce parcours qui est juste démentiel. Et donc, quelles informations as-tu ramenées dans ta besace après ces 2 jours copieux de reconnaissance? Tu as fait beaucoup de courses, tu commences à avoir une liste d'ultra et de belles courses à travers le monde. Est-ce qu'il y a certaines courses avec lesquelles tu peux faire des parallèles? Et sinon, est-ce que tu peux nous décrire ce parcours? Honnêtement, alors j'ai pas envie de dramatiser ou d'héroïser ce qui nous attend, mais c'est à ce jour la course la plus technique qui m'a été donnée de faire. J'ai jamais fait un parcours aussi technique. Il y a certaines portions sur certains parcours qui me rappellent un peu ce qui nous attend le 27 septembre, mais une telle homogénéité dans la complexité, dans l'engagement, dans la technicité, j'avais jamais fait. Donc voilà, c'est un véritable chantier. Et avant, j'utilisais parfois le mot chantier pour des courses qui en fait ne l'étaient pas en comparaison de ce qui nous attend. Donc voilà, un parcours très technique qui va récompenser les hommes et les femmes qui ont de l'endurance et aussi certainement beaucoup de fraîcheur à cette époque de l'année, quoi. Ça fait moins de 6 mois que certains ont commencé, sont sur le pont. Donc je pense que quand tu arrives là en 4e ou 5e objectif de saison, je pense que tu tires un peu la langue. Donc fraîcheur physique et mentale, ça va être les mots-clés. Pour donner un petit peu de faits et une description un peu factuelle de ce qui nous attend, on commence par une montée continue dont la technicité augmente progressivement pour nous amener à plus de à environ 2500 mètres d'altitude au sommet de la Moleta. Et lorsqu'on grimpe cette cheminée finale pour atteindre le sommet, on voit derrière des montagnes très sauvages et un parcours grandiose qui nous attend. Une première descente qui donne le ton directement avec des cailloux dans tous les sens, aucun caillou qui est aligné correctement derrière l'autre, donc il faut être très agile. Aussi beaucoup de hors-sentiers sur ce parcours, environ je dirais 20%, beaucoup situés entre le 20e et le 40e kilomètre. Des passages en crête, jamais très exposés, mais toujours très technique au niveau du placement des pieds. Le parcours est très joueur et il y a vraiment très peu de sections où on peut souffler plus d'une dizaine de minutes, où on peut se dire allez, je déroule et je n'ai pas besoin de trop regarder où je mets les pieds. Il faut tout le temps être hyper vigilant. Des passages dans les modes de terre, des passages droits dans la pente avec des pentes parfois à 45%. Jamais très longue montée, mais on reste souvent assez haut perché, ce qui fait que l'altitude va être aussi un facteur de performance sur cette course. On est quand même bien moins haut que ce que nous a offert les championnats de France, mais tout de même 1800 mètres d'altitude moyenne, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas négliger. Est-ce que Baptiste, tu pourrais nous donner 3 adjectifs qui me viennent en tête après avoir vu ce parcours, 3 qualités qui vont être nécessaires à la performance dans quelques semaines? Ouais, je les ai bien potassés. On a eu le temps lors de nos 2 jours de reco. Il y a 3 adjectifs qui me sont venus assez spontanément. Le premier, c'est la force. Il faudra être fort sur ce parcours. Alors, fort dans la tête, forcément, comme sur toutes les courses, mais surtout fort dans les jambes.
au sens où je pense que c'est un parcours qui récompensera les athlètes qui ont le plus d'endurance de force. C'est beaucoup de marche-bâton, avec des appuis qui sont fuyants, instables. Donc si tu veux, ça met vraiment à l'épreuve tes muscles profonds. Je serais pas étonné qu'on ait beaucoup de crampes ou vraiment d'explosions plus musculaire qu'énergétique. Donc voilà, c'est vraiment la première des qualités qu'il faudra, la qualité physiologique, la force. La deuxième qualité, pour moi, il faudrait être agile. Et souvent, c'est des qualités qui sont un peu antinomiques avec la force. On est fort, mais on est rarement agile. On est un peu bourrin quand on est fort. Et quand on est agile, on est rarement fort. Du moins, on n'est pas le plus fort. Donc il faudra un équilibre entre les deux, de l'agilité et de la fluidité pour venir à bout des descentes techniques et même des montées ou des phases de transition, parce que c'est beaucoup mal plat par là-bas. Et enfin, le troisième troisième qualité, c'est qu'il faudra être heureux, parce que si on est heureux, je pense, et épanoui, à ce moment-là, on sera patient, on sera toujours dans le kiff au kilomètre 30, au kilomètre 40, au kilomètre 50, quand on sera juste fatigué de pas pouvoir mettre un pied devant l'autre. Il y a pas un kill facile, donc voilà, ce bonheur, c'est le côté être heureux et merveilleux d'être là et transcendé par l'enjeu de représenter son pays et être heureux de ça, fier de ça. Je pense que ce sera une des qualités non négligeables pour venir à bout de ce parcours, et ce sera un peu la source de la patience qui sera, je pense, nécessaire. Désolé, je fais des réponses longues alors qu'on arrive bientôt. On est presque arrivé. Je donne un adjectif de mon côté, c'est l'adjectif anti-ricain. C'est que ce parcours quand même nécessite des qualités qu'on ne prête pas forcément au coureur américain, ou du moins l'image qu'on s'en fait, et des idées préconçues du coureur rapide qui aime beaucoup courir. Là, va falloir beaucoup marcher et mettre un petit peu la main à l'ouvrage pour littéralement remonter des couloirs, grimper sur des arêtes à certains endroits. C'est pas non plus de l'escalade, mais il y a des passages où c'est très technique, et il faudra peut-être mettre les mains au sol aussi. Il y aura peut-être des chutes à attendre. Mais est-ce que tu avais un petit mot de la fin, Baptiste, pour peut-être ouvrir le débat dans ce podcast qui se veut toujours participatif? Complètement. Je sais que ça tient à cœur à Alex, et moi je suis un grand fan justement de cette ligne éditoriale de vouloir ouvrir, questionner, amener le débat. Et puis je pense que Nico aura un œil, de par son expérience et sa connaissance du haut niveau et de l'équipe de France, il aura un œil hyper aguerri sur la question que je me pose. En fait, je me demande si c'est bien ou pas d'avoir des mondiaux aussi techniques et par définition aussi exclusifs. C'est-à-dire que c'est un parcours qui clairement mérite des qualités qui sont très spécifiques. Et est-ce que le rôle d'un mondial, c'est pas justement d'être potentiellement remporté par tous les athlètes du planisphère, que tu sois américain, que tu sois chinois, que tu viennes d'Afrique, que tu sois sud-américain ou néo-zélandais? Est-ce que justement l'idée, c'est pas d'avoir un parcours qui puisse convenir à tout le monde, et quelque chose qui soit un petit peu plus conventionnel et un peu plus inclusif? Donc voilà, quel est votre regard sur le rôle des championnats du monde, et est-ce que devrait être un parcours de championnat du monde? Moi, j'aime ce parcours très alpin, mais voilà, je me questionne sur sa dimension universelle. Très alpin, et du coup pyrénéen, je vais pas manquer de respect à ceux qui viennent des Pyrénées, mais voilà, c'est quand même un parcours typé pour les Européens, et je me pose la question sur sa dimension universelle. C'est une très bonne question, et je me permets d'ajouter quelques éléments de réflexion. De mon côté, ça me choque pas que des championnats du monde puissent accueillir des parcours comme ça, mais il faut aussi qu'il y ait de la diversité dans ces parcours pour que ce soit des qualités différentes qui demandent de s'exprimer. Si on avait des parcours qui couronneraient que des athlètes complets, qui est très complet, c'est bien, mais je trouve aussi qu'il y a parfois des parcours qui sont un petit peu plus spécifiques. Et là, c'est vrai qu'on a 2 années d'affilée des parcours très exigeants. On se rappelle des mondiaux de trail long à Innsbruck il y a 2 ans qui faisaient dans le même ordre de grandeur, 80 km, 5 000 mètres de dénivelé, des montées raides. Certes, un petit peu moins techniques que ce qu'on va avoir dans les Pyrénées, mais des qualités quand même relativement proches au niveau de la force, et des parcours européens, alpins,
pyrénéen comme Baptiste l'a souligné. On sait que dans 2 ans, ce sera du coup en Afrique du Sud. Là, je pense qu'il y a de la possibilité de faire aussi des choses très techniques, mais aussi des choses plus roulantes. Les parcours n'ont pas été dévoilés. Je suis curieux de voir ça. Et avec ces éléments, je redonne la parole à vous les studios. Alex, à toi de distribuer et de mener ton débat que Baptiste nous a très généreusement ouvert. On remercie Baptiste pour son temps et merci à toi Mathieu de lui avoir tendu le micro. Baptiste, justement, dans sa petite capsule, nous parle d'un sujet qui est très intéressant et dont on aime discuter entre nous. C'est l'inclusivité des parcours, et notamment de ce parcours du mondial qui va être très technique, comme il a pu le dire. Et du coup, cette question, est-ce que pour des mondiaux, notamment pour inclure un maximum de pays, est-ce que Nico, toi, tu penses qu'on devrait être sur des mondiaux qui proposeraient des parcours un peu plus inclusifs et un peu moins, un peu plus inclusifs, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis un peu du même avis de ce que dit Mathieu à la fin de la capsule, c'est-à-dire que au-delà du fait que ce parcours soit très dur, c'est surtout l'enchaînement des mondiaux en Autriche en 2023 sur un parcours qui était déjà très montagneux, qui n'était pas forcément ultra technique, mais quand même vraiment très exigeant avec des longues montées, des longues descentes, enchaîné avec un nouveau parcours du même type qui a encore, je pense, un cran au-dessus en termes de technicité. C'est sûr que on aimerait peut-être qu'il y ait un peu plus de variation dans les profils. Moi, idéalement, j'aimerais qu'il y ait un petit peu peut-être ce qu'on avait eu en Thaïlande, qui se rapproche un peu d'un format templier. Alors même si il y avait des bosses plus longues, mais globalement des parties quand même roulantes. Il y a du dénivelé, mais c'est jamais trop technique, donc plutôt encore on va dire complet. Des parcours peut-être dits entre guillemets roulants, un peu type Saint-Élion, et puis des parcours plus montagneux comme on a eu ces 2 dernières éditions. Après, la problématique pour moi, ça reste que les championnats du monde aujourd'hui, ils accueillent le trail et la course en montagne. Dans la course en montagne, il y a notamment la verticale qui impose d'avoir un minimum de dénivelé, qui fait qu'on est obligatoirement dans des régions où il y a quand même des dénivelés assez marqués. Et forcément, s'il y a des dénivelés marqués, les gens ils vont pas faire tourner les parcours dans les vallées pour les limiter le dénivelé. Donc, on aura probablement, à mon sens, quand même des parcours où il y aura toujours quand même un minimum de dénivelé. Alors peut-être qu'il faut jouer sur les distances et que notamment, je pense au trail court en 2025. Est-ce que, vu le terrain proposé, il n'aurait pas fallu proposer un parcours peut-être de 25-30 km pour que on n'ait pas affaire quand même à limite un trail long parce que 44 km et 3700 mètres de dénivelé, je pense qu'on va être sur du 4h40 pour les premiers hommes. Donc ça commence à être quand même du trail long plus que du trail court, quoi. Ouais, je te rejoins assez là-dessus. Après, il y a aussi les problèmes éventuellement logistiques et aussi le nombre de candidatures qui, a priori, est assez restreinte pour organiser ce type de championnat, avec des contraintes qui sont mises en place par World Athletics, notamment en termes d'accueil, d'hôtels, etc., qui peuvent être contraignants pour beaucoup d'endroits dans le monde. Après, on va le voir, l'Afrique du Sud. Toi, Nico, qui connais un petit peu les parcours de Cape Town, il me semble que globalement, il y a quand même des parties où ça va quand même courir assez vite, donc on sera sûrement sur un format un peu plus ouvert, un peu plus inclusif, mais effectivement, pour en avoir parlé avec pas mal d'athlètes français, et la Baptiste nous en a parlé aussi un petit peu, c'est sûr que ce qu'on va avoir à Caen France, c'est tellement exigeant que c'est pas inclusif pour tout le monde. Après, ça force aussi pas mal d'athlètes à sortir un peu de leur zone de confort. Et on va voir. En tout cas, ça sera un championnat très spectaculaire et où peut-être que notre Mathieu va pouvoir tirer son épingle du jeu, lui qui adore les chantiers montagneux. On a hâte de voir ça en tout cas. Allez, on enchaîne avec une annonce qui a été faite assez récemment. C'est Jim Wamsley qui sera au départ de l'OCC, un temps prévu sur l'UTMB. Il a joué la carte de la raison et a finalement basculé sur l'OCC. Lui qui a connu un début de saison poussif à cause de douleurs récalcitrantes au genou, une douleur qui traîne d'ailleurs depuis l'été dernier. Il sera bel et bien présent à Chamonix, mais pour finalement courir l'OCC. Est-ce que ça vous hype un petit peu un Jim sur l'OCC? Et oui, ça me hype fort. C'est une news que j'avais déjà donnée à Alex dans le dernier podcast. Il me semble que tu m'écoutes pas très bien. Ah merde. Mais oui, le niveau sur cette OCC semble, d'après la liste des inscrits, la plus dense des 3 finales. J'ai hâte de voir la forme de Jim Wamsley pour voir à quel point il pourrait être solide aux mondiaux. Je pense qu'il est tellement fort qu'il reste assez polyvalent pour pouvoir quand même être très très solide sur la boucherie qu'on a reconnue. J'espère pouvoir être au bord du chemin lors de cette OCC pour voir la remontada de notre Nicolas Martin. Et pourquoi pas vous ramener un petit récit de course, un petit récap de
courses commentées en live depuis le bord des sentiers avec Alex sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose qui vous motive. On va essayer de se motiver aussi pour vous ramener ça. Ouais, moi aussi, ne serait-ce que pour l'éclairage médiatique des petites courses. Alors je mets des guillemets, mais c'est vrai qu'on focus toujours sur l'UTMB et je pense que vraiment aujourd'hui on est rentré dans une époque où pour moi les trois courses devraient avoir le même traitement médiatique parce qu'il y a quand même un niveau qui est absolument monstrueux sur les trois finales et c'est vrai que le fait d'avoir une des stars entre guillemets du trail mondial actuel qui viennent sur la petite course entre guillemets de l'UTMB et moi j'insiste qui suis pas super préparé, ça me fait peur. Franchement, je suis là, je me dis, ouais, c'est 55, 3005, ça va déjà être dur. Donc, je suis très heureux aussi qu'il y ait peut-être un peu plus d'éclairage cette année sur cette course, qui est déjà une vraie aventure, une vraie épreuve qui nécessite beaucoup de préparation et qui aussi est souvent plus dense parce que globalement, on peut pas faire un résultat si on fait pas une bonne course parce que ça pète moins que sur le long. Ouais, et puis moi, je suis vraiment hypé parce que je trouve quand même que l'un des plus grands exploits du trail, on a tendance un petit peu à l'oublier, c'est quand même celui de Xavier Thévenard qui est le seul athlète aujourd'hui à avoir remporté l'OCC, la CCC et l'UTMB. Et je trouve dommage que personne ne se mette cet objectif de triple couronne et que beaucoup d'athlètes s'obstinent malheureusement à chaque année aller sur l'UTMB. On en voit un paquet qui tous les ans se casse les dents, mais qui pourrait avoir des qualités très intéressantes sur des formats plus courts et qui parce que l'UTMB reste l'épreuve phare, préfère chaque année s'inscrire sur l'UTMB. Donc moi j'ai hâte de voir Jim sur l'OCC et pourquoi pas l'année prochaine le voir gagner la CCC pour que voilà, il rejoigne Xavier et qu'il rentre encore un peu plus dans l'histoire du trail. On va pouvoir passer à au petit récap de Sierzinal, où un Suisse, je vous l'ai dit dans le sommaire, du nom d'Adrien Briffaut, un triathlète qui aura mené pendant près de 2 heures cette course mythique devant les athlètes africains. Et en l'absence de Rémi Bonnet blessé, il a fait briller son pays, la Suisse. Il aurait pu être le premier vainqueur de Sierzinal suisse depuis 2013 et la victoire de Mark Schoenstein. Malheureusement, il est venu échouer à la 4e place en 2h32. Bien mieux que ce qu'il attendait puisqu'il avait annoncé avant la course vouloir faire un tout petit peu mieux que 2h40. Lui qui s'était classé seulement 40e en 2h49 l'an passé. Nico, c'est une perf qui t'a fortement marqué. On en a pas mal discuté en off. Comment t'expliques qu'un triathlète, alors c'est pas un triathlète qui sort de nulle part c'est quand même un triathlète qui a fait les Jeux Olympiques. Comment t'expliques qu'il ait réussi à venir bousculer les meilleurs coureurs en montagne du monde sur Sierzinal? Ouais, bah ceux qui ont suivi la course, il y a rapidement eu un groupe qui s'est détaché et puis il y avait un coureur qu'on connaissait pas forcément dedans. Alors heureusement les commentateurs étaient bien au courant, nous ont vite donné des infos. C'est vrai que moi je suis un peu moins le triathlon maintenant et c'est vrai que bon j'avais déjà entendu son nom mais je le connaissais pas forcément beaucoup et puis rapidement il s'est détaché. Il est quand même aussi passé quand même dans un très très bon chrono à Ponchette, hein, à 1 minute 30 de retard sur Kylian, dont on sait que Kylian a toujours utilisé cette montée pour construire son record. Et voilà, après, comme tu l'as dit, il a un petit peu craqué sur la fin. Bon, ça reste un chrono exceptionnel. C'est pour ceux qui ont pas forcément les références, c'est mieux que le record français de Sylvain Cachard. Donc ça reste une perf vraiment monstrueuse. Alors bon, bien évidemment, Sierzinal, c'est pas la course la plus technique du circuit, elle est assez abordable. Et moi, j'ai notamment été surpris par le fait qu'Adrien, il mène la course dès la montée parce que voilà, c'est un triathlète de très haut niveau, on va en reparler, mais c'est vrai on aurait été moins surpris qu'il soit au niveau sur les parties roulantes, mais le fait qu'il mène dès la montée, vraiment vraiment très très solide et pour éclairer tout ça, on va avoir la chance d'avoir Adrien avec nous, donc il va pouvoir nous parler de tout ça. Ouais, et puis à souligner aussi très grosse perf côté suisse, au-delà de Maud Matisse qui fait 4e et qui marque son grand retour sur la scène internationale, la très grosse perf Doria Liassi qui est votre compère chez Brooks. Mathieu, si tu pouvais nous en dire un petit mot. Ouais, il y a Liassi qui a été très très en forme en ce début de saison sur la route. Elle avait fait une sélection pour les Europes. Elle avait eu quelques petites blessures qui l'avaient retardée, mais on voit que ça l'a pas empêché d'arriver en forme fin août. J'avais pu partager une petite semaine d'entraînement avec elle aux Ouches et on voyait qu'elle était bien impliquée. Elle qui habite aussi dans le Valais à Martigny, donc on voit que les locaux suisses ont bien brillé. Et puis je voulais aussi souligner que encore une fois, on va pas vous détailler tous les détails de cette course. On est maintenant à plus d'une dizaine de jours après la course et c'est un petit peu un choix de notre
notre part de pas trop vous assommer d'une liste de résultats. D'autres podcasts immédiats l'ont très bien fait, et on va se pencher aujourd'hui plutôt sur des petites analyses plus précises, et dans quelques instants l'interview du principal protagoniste de ce début de course. Et juste avant de lancer l'interview, je voulais aussi souligner également la performance incroyable de Katie Scheid, l'américaine, qu'on retrouvera au championnat du monde de trail long et qui était ces derniers jours sur place pour la reco. Elle a claqué un sub 3 heures à Sierzinal avec une place sur le podium un mois seulement après avoir remporté la Hard Rock. Donc très peu d'athlètes dans notre sport sont capables de montrer autant de versatilité, et si elle devait encore prouver l'étendue de son talent après une 4e place sur la course des France de Cross en début d'année, on pense peut-être à Jim Wansley, Kylian Jornet, capable de faire de tels grands écarts avec un S dans leur carrière. Nico, est-ce que toi tu verrais d'autres profils qui semblent autant polyvalents que ce qu'a montré Katie ces dernières semaines? Bon, la polyvalence de Cathy, elle est vraiment exceptionnelle, et moi ce que je trouve quand même fou, c'est que au-delà de ces résultats bruts qui sont dingues, c'est la temporalité qui est quand même extrêmement restreinte, parce que là elle a quand même, tu l'as dit, remporté un 100 miles, et puis pas un 100 miles roulant, un 100 miles quand même hyper montagneux à la Hard Rock. Et derrière, elle gagne une course, enfin, elle fait 3e d'une course quand même hyper roulante, quand même devancée simplement par les meilleures africaines du moment. Donc c'est complètement fou. Je pense que si on est un peu plus en France, une Blandine Hirondelle, c'est un peu rapproché de ça à certains moments de sa carrière, avec un podium aux France de cross, championne du monde sur le trail long, 3e de l'UTMB. Mais là, c'est vraiment fou. Et puis, bah ouais, tu l'as dit, je pense que Kylian est celui qui a montré le plus de polyvalence là-dedans. Mais je pense pas que Kylian soit capable d'aller jouer autant de vent, par exemple, sur du cross, que ce que peut faire Cathy. Donc, non, c'est vraiment exceptionnel de voir ça. Et si elle devient championne du monde cette année, ça sera quand même une saison vraiment exceptionnelle, et dans la droite ligne de ces dernières saisons. Allez, on va pouvoir passer à l'interview d'Adrien Briffaut, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, et je vais laisser Nico mener cette interview avec Adrien. Nico, c'est à toi. Salut Adrien, d'abord un immense merci d'être avec nous. On va pas se mentir, hein, on t'a un peu découvert lors de ce Sierzinal 2025, où tu es parti dans le groupe de tête, puis tu as mené la course durant la majeure partie de cette course jusqu'à ce que Philemon Ombrago te dépasse. Tu termines finalement 4e et premier européen avec un excellent chrono de 2h32.06. Un petit rappel, hein, on l'a dit, mais c'est un meilleur chrono que le record français sur cette épreuve pour situer ta performance. Avant de parler de la course, de ta prépa, est-ce que tu peux te présenter rapidement? On peut commencer peut-être par ton enfance, parce que moi j'aime bien savoir ce qu'ont fait les coureurs ou les athlètes dans leur enfance, parce que c'est souvent très instructif, et puis peut-être un peu plus spécifiquement ton cursus sportif. Ouais, bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce podcast. C'est très sympa. Si on reprend, je vais me présenter. Je suis un triathlète suisse, donc pas du tout du monde du trail. J'ai participé aux Jeux Olympiques en 2024. J'ai déjà gagné une Coupe du Monde, fait des podiums sur des championnats d'Europe, et pas mal de podiums au niveau européen, Coupe d'Europe comme ça. Sinon, si on va retracer ma vie, quand j'étais jeune, mes parents, ils ont toujours été sportifs. On a toujours passé beaucoup de temps en montagne, toujours fait du ski, de la marche, de la grimpe. On faisait du bivouac en montagne, on allait grimper le matin. On était vraiment polysportifs à faire pas mal de sport. Et puis, mes parents, ils ont voulu nous placer avec mes sœurs dans un club d'athlétisme à la base. Dans le club de Vevey, juste à côté d'où j'habite, là, donc sur la Riviera suisse, donc pas trop loin du Valais. Et puis, vers l'âge de 10 ans, après avoir essayé quelques petits triathlons jeunes, il y a une section jeune qui s'est créée dans le club de triathlon de la Réunion, donc le Riviera Kids. Et puis, depuis là, j'ai commencé à faire du triathlon. Et puis, depuis, j'ai plus trop arrêté. Au départ, c'était vraiment, on va dire, plus pour le plaisir. J'allais aux entraînements en commun du club, mais sans forcément en recherche de performance, plus en faisant les triathlons pour faire les triathlons, mais pas en s'entraînant plus que quelque chose comme ça. Et vers l'âge de, on va dire, 14-15 ans, je me suis un peu dit, je me débrouille assez bien, donc pourquoi pas essayer de m'entraîner un peu plus, et puis de voir comment ça passe. Et puis, vers l'âge de 15 ans, j'ai assez vite commencé à performer, et puis j'ai pu commencer à intégrer l'équipe nationale à 16-17 ans.
junior, même s'il y a 12 athlètes qui sont venus avant, et puis il n'y a pas de fil en aiguille, j'ai continué à faire mon processus de chemin pour participer jusqu'aux Jeux Olympiques, tout en continuant à faire des études d'ingénieur génie civil à côté. Tu viens de le dire, donc tu es triathlète plutôt sur le format olympique, alors même s'il y a deux formats, je crois, quand même durant la Coupe du Monde, et notamment ta participation au JO de Paris. Alors je crois que ça s'était pas super bien passé à Paris, notamment la natation. Et surtout, tu as fait un très très bon début de saison sur la WTCS, qui est la Coupe du Monde de triathlon pour ceux qui connaissent pas, avec une 5e place à Abu Dhabi, une 2e place à Hambourg, et actuellement, tu es 17e au ranking de la série. J'imagine donc que le triathlon, ça reste ta priorité. Tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien? Tu t'entraînes tout le temps en Suisse? Tu cours exclusivement sur le circuit de la Coupe du Monde ou tu fais peut-être des Alpes? Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais à l'entraînement un petit peu au quotidien? Au quotidien, c'est en moyenne 2 à 3 entraînements par jour. On va dire, sur une semaine, c'est 5 à 6 entraînements de natation. On va dire, 6 à 7 fois d'entraînement course à pied. 4 à 5 fois d'entraînement vélo. Ça dépend un peu les semaines, comment ça varie, mais ça varie entre 20 et 30 heures suivant les semaines. Ça dépend des fois si on charge plus ou pas. Oui, sinon, principalement, c'est la saison de triathlon. Donc, principalement les séries mondiales. Donc, les World Triathlon Championship Series, c'est un peu l'équivalent des Golden Trail Series si on prend en trail. Et puis, cette année, c'est un peu, j'ai décidé parce que après les Jeux, j'avais un peu envie de me refocus et prendre du plaisir sur les courses. Et puis, c'est pour ça que j'ai essayé de plutôt principalement faire les courses, on va dire, en Europe, en ce début d'année, à part Abu Dhabi, mais sinon, principalement rester en Europe et tout ça. Et puis, c'est aussi pour ça que ça avait aussi cette envie de venir sur Sierzinal, parce que l'année passée, je m'étais bien amusé après les Jeux à faire Sierzinal. Et puis là, j'ai décidé de repartir à Sierzinal et puis me faire plaisir. Et puis, ouais, sinon, cette année, j'ai fait un Alpha à Valence où je finis 3e. Et puis, la semaine prochaine, donc le 31 août, je refais un semi-Ironman, mais à Tselamzé, en fait. J'ai parlé d'Hambourg précédemment et c'était seulement à la mi-juillet, donc peu de temps pour te préparer spécifiquement. Alors un peu plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, je pense que tu avais quand même fait 0 entraînement spécifique pour Sierzinal, parce que ça devait être une semaine ou 12 jours après, je pense, le triathlon olympique. Alors j'ai regardé rapidement ton Strava, donc j'imagine que tu mets pas tout, parce qu'il me semble que tu n'avais pas autant d'heures d'entraînement que ce que tu nous as décrit. T'as pas fait quand même une énorme prépa spé, non, pour Sierzinal. Est-ce que c'était un objectif ou est-ce que tu as fait ça au talent, comme on pourrait dire? Et j'ai une question peut-être un peu plus spécifique à la course de Sierzinal, parce qu'on sait que ça se déroule un petit peu en altitude. Est-ce que tu as fait de l'hypoxie notamment, ou est-ce que peut-être t'en fais d'ailleurs toute l'année? Pour répondre sur Strava, en fait, je mets pas tout ce qui est entraînement natation, je mets pas parce que je fais pas avec ma montre, donc ou par exemple la muscu, donc je mets pas. Mais toutes mes séances à pied ou en vélo, à moins que j'oublie de prendre ma montre ou oublier de prendre mon compteur, elles y sont toutes. Je cache rien, donc ça, si les gens ils ont envie d'aller voir, ils peuvent aller suivre mon Strava pour voir ce que je fais principalement tous les jours. Oui, c'était mi-juillet, Hambourg. Déjà avant Hambourg, j'ai commencé à me préparer, on va dire plus me préparer, parce que l'année passée, pour préparer les Jeux, j'étais à Tenero, donc c'est principalement plat au Tessin. On s'est entraîné au plat quasiment tout le temps pour les Jeux de Paris. Et puis après les Jeux, je suis rentré en Suisse l'année passée, et puis je me suis dit ah ouais, j'ai peut-être Sierzinal, faut peut-être que j'aille faire un peu de montée ou comme ça. Donc j'ai décidé de monter la montagne dernière mois, juste une fois, 5 jours avant, pour me préparer. J'avais les jambes détruites pendant 3 jours avant Sierzinal, alors que cette année, je me suis quand même dit, depuis début juin, je me suis dit, faut que je fasse 2, 3 sorties. On va pas dire plus spécifiques, où j'ai été courir vraiment en montagne, faire des sorties un peu plus longues, mais j'ai pas fait une prépa spécifique. J'ai essayé de placer des entraînements trail ou des entraînements de course en montagne, course en côte dans mes entraînements. Mais là, cette année, j'ai plus couru vallonné, on va dire. J'ai l'habitude autour de chez moi de courir toujours vallonné. De mes sorties, si je fais un footing de 1 heure, je vais facilement faire entre 180 et 200 mètres de dénivelé. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà plus que de faire 0 mètre de dénivelé ou 20 mètres de dénivelé. Donc oui, je me suis un peu plus préparé, mais c'est pas du spécifique. Ce que on va dire, j'ai fait du spécifique, c'est que j'ai été faire des séries en montée très raides. Autour de chez moi, il y a 2, 3 montées qui montent assez raides, où j'ai fait des 5 minutes à bloc enchaînés un après l'autre
pour vraiment travailler ce spécifique Sierzinal où on monte très raide au départ, mais tout ce qui est la partie technique en descente, ouais, j'avais pas beaucoup d'entraînement, on va dire, pour ça. C'était plus au talent ou comme ça. Et je pense, il y a aussi un aspect qu'on néglige un peu. Je suis très fort en vélo, surtout en montée. Et puis, en fait, ça me permet je pense, d'être fort aussi pour tout ce qui est l'aspect montée en course de montagne aussi. Que peut-être des fois on néglige de dire, bah, en fait, le vélo, ça peut apporter pas mal. Je sais que aussi, par exemple, Maud Matisse, elle fait beaucoup de vélo. Non, ça ne ferait pas pour éviter de trop courir. Et je pense que ça, c'est un aspect peut-être que je sais pas exactement dans le monde du trail exactement ce qu'ils font, mais que ça peut éviter de faire un peu moins de charge pour peut-être éviter un peu les blessures au niveau de faire trop de charge en course à pied. Ouais, ça complètement, c'est quelque chose qu'on a pas mal quand même dans la culture, on va dire européenne, avec ce sport croisé qu'ils ont peut-être moins aux US, mais ça amène une bonne question parce que c'est vrai que tu pratiques le triathlon, donc le triathlon c'est quand même globalement pour la partie course à pied, courir vite à plat, et c'est vrai qu'on t'a vu mener vraiment dans la partie raide, et ceux qui connaissent Sardinal, la première montée c'est extrêmement raide, et c'est vrai que c'est sûrement tes qualités de cycliste qui t'ont permis de prendre la tête là. Et le choix de Sirdinal, c'est intéressant de demander en tant que Suisse, parce que bon, nous bien sûr dans le milieu c'est une très grande course, mais j'ai l'impression qu'en Suisse c'est vraiment peut-être encore un cran au-dessus. C'est peut-être un peu la course qui fait rêver tous les coureurs suisses, notamment peut-être plus ceux qui sont dans la partie francophone du pays, parce que c'est pas très loin. Est-ce que vraiment, voilà, c'est une course dont tu entends parler depuis que tu es tout petit et tu as vraiment le rêve de participer à cette course, et c'est pour ça que même si c'est pas idéal dans ta préparation en tant que triathlète, tu as envie de la faire? Bah oui, c'est une course, bah, comme dans le monde de la course de montagne, c'est une course mythique. Même en Suisse, c'est une course mythique. Ce que je veux dire, on a toujours entendu parler. C'est les 31 kills de Cervinal. De voir toujours des grands noms aller la gagner et tout ça, bah, c'est toujours mythique parce que moi, ça fait depuis un moment que je suis Kylian Jornet. Pour moi, c'est quand même un peu un idole. Donc, de voir que je peux aller faire cette course, c'est juste incroyable. Après, ben oui, médiatiquement, c'est impressionnant parce que là, c'était en direct sur la télévision suisse. Moi, il y a plein de potes qui m'ont écrit après. Ah, mais c'est incroyable ce que tu as fait. On a regardé la télé pendant 2 heures alors qu'on ne serait jamais resté scotché à la télé pendant 2 heures à regarder cette course s'il y avait juste eu les camions qui étaient devant, de me voir devant. Donc oui, dans le milieu francophone de la Suisse, c'est assez impressionnant. Et un autre truc pour dire, c'est que moi, j'ai plein de potes qui n'arrivent pas à avoir leur billet de départ parce que c'est vraiment un peu une loterie. Il faut être le jour J quand il y a l'ouverture des inscriptions sur le site internet pour s'inscrire parce que les places, elles partent en même pas une demi-heure. C'est plus. Nous, on a des festivals en Suisse où les billets ils partent très rapidement, mais la course de Cervinal, les dossards, ils partent plus rapidement que certains festivals en Suisse où on dit en 4 heures il y a plus de billets. Là, Cervinal, je crois, en une demi-heure, 1 heure max, il y a plus de billets pour les participants. Donc, il y a plein de gens qui veulent participer et qui peuvent pas y participer. Et puis, c'est vraiment une course mythique de se dire, même les gens qui la font en marchant comme ça. Donc, ouais, bon, ça m'a toujours donné envie de la faire. Ça a jamais, je pense, les autres années, ça a jamais fité dans ma préparation triathlon parce que j'avais toujours d'autres objectifs. L'année passée, c'était vraiment me dire, bah, en fait, qu'est-ce que je peux faire de fun? Pas fun, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, un peu différent après les Jeux Olympiques, qui me donne envie depuis un moment de la faire. Et puis cette année, ben, c'est plus un choix de me dire, ben, en fait, j'ai envie de pouvoir de choisir les courses, mon planning de courses qui me donne envie de faire cette année, au lieu que de devoir aller faire des courses qu'on doit faire parce qu'on doit marquer des points ou qu'on doit faire pour des sélections. Et puis en fait, je me suis dit dès le départ de l'année, en fait, j'ai envie de refaire Cerzinal, mais pas comme l'année passée, mais en me préparant, on va dire, en guillemets, un peu plus spécifiquement pour ce course. Et puis ben voilà, pour essayer de faire un meilleur temps que l'année passée où j'avais l'impression d'avoir souffert dès le kilomètre 2, alors que là, je m'étais dit, ben, j'ai envie de pouvoir profiter un peu plus et pas de souffrir après 2 kilomètres de course. Je crois que Mathieu avait une question un petit peu sur tes chaussures, notamment parce que tu as mis une photo de la chaussure après la course. Mathieu, je te laisse la parole.
Ouais, j'invite tout le monde à aller suivre Adrien sur Strava. Vous pourrez voir que ce matin, là, on a enregistré le podcast à 9h30. Adrien a déjà nagé et couru. Donc déjà, c'est pas mal. Et vous pouvez voir aussi des photos de l'état de ses chaussures à la fin de la course de Sierzinal. Il me semble que tu as fait le choix des Meta Speed Sky de chez ASICS. Est-ce que tu es content de ton choix et comment tu as fait pour faire la dernière descente avec une chaussure dans l'état dans laquelle tu as mis la photo? Oui, finalement, en fait, je suis content de mon choix parce que ce que j'ai remarqué depuis quelques années, c'est que en fait, le poids de la chaussure fait quand même un impact parce que ben, maintenant, il y a toutes ces chaussures à carbone. Et en fait, moi, j'ai remarqué que même pour courir à plat, le poids, ça a quand même un impact assez impressionnant. Là, pour les autres courses de triathlon, j'ai passé sur une chaussure qui fait 120 grammes la chaussure de chez 361. Et puis, je vois la différence entre une chaussure à 180 grammes et une chaussure à 120 grammes. Et puis, il y avait un ami qui avait fait en touriste le matin. Je lui ai demandé, ouais, le terrain, il est comment, savoir s'il n'était pas trop mouillé ou comme ça. Parce que j'étais là, bah, en fait, si c'est complètement sec comme l'année passée, j'ai pas besoin de mettre une chaussure pure trail parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir du grip. Je savais que mes Meta Speed Sky étaient quand même usées parce que je les ai quand même beaucoup utilisées pour l'entraînement, les compétitions. Donc, elles avaient déjà quand même 250, 300 kills. Donc, je savais qu'au bout de la course, elles allaient être un peu détruites. Je m'attendais pas autant. J'étais un peu étonné que la mousse. C'est surtout une chaussure qui a pris. Je pense que il y a une chaussure où j'ai dû passer dans les parties avec la caillasse un peu assez violemment, plutôt sur la dernière partie. Parce que c'est vraiment sur la dernière partie, la dernière descente, où j'ai commencé à sentir que la chaussure n'avait plus trop de semelle. Et puis surtout sur la partie sur la route, j'étais là, bon, elle doit avoir un problème. Et puis, mais après, faut pas penser à trop à ça pendant la course. À un moment, faut se dire d'avoir fait le bon choix. Si on a décidé de partir comme ça, ben, c'est le choix qui a été fait. On peut plus changer de chaussure au milieu de course. Donc, j'ai décidé de partir comme ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient choqués que je cours avec une chaussure de route. Mais comme je l'ai dit, ben, c'est un terrain qui est tellement sec quand il pleut pas que en fait, le grip, c'est pas la partie prioritaire parce que ben, comme vous le dites, c'est pas la course la plus technique du circuit de trail du monde. Il y a quand même pas mal de parties roulantes. Moi, ça m'arrive assez souvent des fois de faire des séries sur chemin blanc où je cours avec des chaussures à plaque carbone, soit des Alpha Fly, soit des Vaporfly, soit des Metaspeed. Et puis, ben voilà, donc au final, le choix, il s'est fait plus sur se dire, ben, en fait, j'ai un gain de peut-être 80 ou 90 grammes à part après une chaussure de trail sur la Metaspeed Sky. Et puis, en monter sur quasiment 2000 mètres de dénivelé, ça peut faire la différence. Donc, j'ai pris ce choix-là, en fait, au final. Et ouais, je te rejoins complètement à Sierzinal. En fait, la partie où une chaussure de trail peut amener un supplément, c'est les 5 derniers kilomètres. Donc en fait, en temps de course, c'est quand même marginal. Et même si tu perds 20-30 secondes dans cette partie-là, parce que la chaussure peut glisser un petit peu, notamment dans la partie un peu dans la prairie là qui est très raide. En fait, tout le temps économisé sur le reste dans les parties roulantes, je pense que le gain d'avoir une chaussure quand même une super chose sur Dinal est quand même assez indiscutable, surtout les années où c'est sec, quoi. Après, il y a aussi l'aspect où du coup, tu dois courir quasi exclusivement avec ce genre de chaussures. Un coureur qui serait majoritairement trailer et qui aurait l'habitude de courir qu'avec des chaussures de trail, il faudrait peut-être pas forcément le choix le plus pertinent serait peut-être pas de se dire, ah bah là, je fais Sierzinal et je pars avec des chaussures sur route. Faut quand même se dire que, même en termes de stabilité, à force de courir avec, tes chevilles ont dû être préparées à ce manque de stabilité des super shoes. Donc, c'est aussi l'habitude qui fait que tu as pu courir avec ça et ne pas te faire mal en tout cas. Et j'avais une question pour toi. Moi, je me demandais, quand je regardais la course, je me disais, mais c'est assez fou déjà ce qu'il est en train de faire d'être en tête sur la première bosse. Et est-ce qu'à un moment tu t'es dit, je continue, je me sens bien et je vois jusqu'où ça tient, ou tu t'es pas dit, c'est bizarre, les Kenyans ils sont derrière moi, est-ce que je suis pas un peu trop rapide, est-ce que je ferais pas mieux de temporiser un peu et de les attendre? Tu t'as vécu ça comment sur le moment? Ouais, bah, c'était un peu bizarre. À un moment, je me suis vraiment demandé, après 20 minutes, quand j'ai largué 22 minutes, quand j'ai largué le Kenyan, j'étais là, mais en fait, il se passe un problème. Oui, je sais que j'arrive bien à me débrouiller en montée, ça, c'est pas de souci, je voyais que j'avais des bonnes jambes.
Mais je me suis dit, bah, ouais, je suis devant. Bah, au final, j'avais pas l'impression qu'au niveau du souffle, j'étais en sur-régime. Les jambes, elles faisaient pas mal. Donc, à un moment, je me suis dit, bah, on va continuer comme ça et puis on va voir comment ça passe. Et puis, à un moment, je me suis dit, parce que le live sur la télé suisse, il commençait à midi. Donc, je me suis dit, bon, ouais, bon, on va quand même essayer d'aller jusqu'à midi devant et puis après, on verra comment ça passe. Au moins que mes potes, ils me voient devant quand ils vont allumer la télé pour me voir passer. Et puis voilà. Et puis, quand on m'a dit que j'avais à Chandelin, quand on m'a dit que j'avais mon père, parce que c'est lui qui me donne le ravitaillement à Chandelin, parce que j'avais pas beaucoup de staff. Donc, j'avais un pote qui m'avait posé une place au Weisshorn et puis mon père qui me donnait à Chandelin, mais sinon, j'avais personne d'autre sur le parcours vraiment pour le ravitaillement. J'avais des amis, mais qui étaient pas, j'avais pas prévu pour le ravitaillement. C'était juste là qui venaient voir la course. Et puis je me suis dit, ben ouais, bah ok, j'ai 1 minute d'avance. Ça sert pas à grand chose que je ralentisse mon rythme. Je me sentais bien. Je savais qu'à un moment ça allait flancher parce que je savais que environ au bout de 1h45 de course, j'allais avoir un coup de mou un peu moins bien parce que j'ai pas fait le plus long footing que 2 heures. Donc je savais que à un moment ça allait flancher, mais je me sentais bien. Donc j'étais là, ben on continue et puis on verra bien quand il me rattrape. Et puis quand il me rattrape, ben j'essaierai de les suivre. Je me suis pas plus posé de questions que ça. Je me suis dit, et puis mais à un moment j'étais là, en arrivant en Valsand et que j'avais toujours 1 minute d'avance, j'étais là, ben ouais, bah ça peut peut-être le faire pour le podium ou la victoire, mais on verra bien. Je me suis pas posé de questions. Moi, j'étais juste plus en train d'apprécier le moment, de passer devant tous ces spectateurs, tous ces Suisses qui venaient voir la course et puis qui m'encourageaient parce que j'étais là. Les personnes qui me connaissaient, qui croyaient juste incroyable que je sois devant. Et à un moment, je me suis plus dit, bah en fait, t'apprécies le moment et puis tu verras bien quand ça va flancher, quand tu vas te sentir moins bien. Et puis tu essayeras de limiter les dégâts à la fin. Et puis à la fin, je me suis plus trop posé de questions. Après, juste pour dire, je savais que je pouvais être bon monté parce qu'il y a en 2022, je m'étais cassé l'omoplate et en fait, comme course de reprise, j'avais fait 2, 3 petites courses locales dans le canton de Vaud. Et il y a une course qui s'appelle Cuit Tour de Gourde. En fait, c'est depuis Lac Clément jusqu'au sommet, c'est 500 mètres de dénivelé en 3,6 kg. Et en fait, j'avais battu le record de la montée en moins de 20 minutes, qui était détenu par César Costa, c'est un qui a déjà fait le podium à Sierzinal, qui a couru, je crois, 2,31 à Sierzinal, et que je savais que ben, l'année où il avait fait ce record, il avait, je crois, couru 2,33 à Sierzinal. Donc je savais que sur une montée pure, je pensais que 20 minutes, je pouvais être fort. Donc je me suis pas plus impressionné que ça, mais ouais. Sinon, ben voilà, c'est comme ça à la fin. Et ça pourrait te donner des idées pour éventuellement soit une reconversion après ta carrière de triathlon, parce que tu es assez jeune, tu es de 94, donc tu as encore pas mal de belles années, je pense, en triathlon. Mais est-ce que avec une perf comme ça, déjà, potentiellement, est-ce que tu as reçu des appels de, je sais pas, la Fédé suisse d'athlé, etc. Ou est-ce que ouais, ça pourrait te dire, ah, je vais peut-être accélérer ma transition, mon arrêt sur le triathlon et ma transition sur le trail? Pas du tout. Ouais, alors déjà, on va prendre un peu les appels. Bah, déjà, j'ai le sélectionneur de l'équipe suisse de course de montagne qui m'a contacté le lendemain de la course parce qu'en fait, c'était leur, on va dire, course de sélection pour les championnats du monde de trail court qui se passe fin septembre. Donc, il m'a dit, bah, vu ta course, bah, je suis obligé je te propose, si tu as envie de venir, tu peux venir. Donc là, on a pas mal discuté. Il m'a même envoyé, il fait pas mal d'analyses de course pour me dire qu'en fait, il avait même été impressionné que j'ai fait une montée vite, mais en fait, qu'au final, je craque pas jusque vraiment au Weisshorn. Ça, j'ai quand même pas mal impressionné. Après, ça, c'était une sélection. Ça m'a permis. Après, j'ai eu des contacts. Bah, parce qu'en fait, j'ai couru comme pour le triathlon, je suis sponsorisé en vélo par pour tout ce qui est par Scott Suisse. Et puis, bah, en fait, il y a Scott Trail qui m'a contacté pour savoir si je voulais me mettre au trail. Il y a d'autres marques, il n'y a pas que eux, mais j'ai eu 2, 3 contacts avec des marques qui m'ont demandé si je voulais me mettre. Ça, c'est vraiment toute une réflexion que j'ai au fond de moi parce que ça fait depuis une année, depuis les Jeux Olympiques, que j'ai une réflexion, savoir si je veux après les Jeux, j'ai eu une grosse réflexion de savoir si je voulais continuer, on va dire déjà le sport de haut niveau, si je voulais continuer le triathlon et tout ça. Et puis cette année, c'est vraiment une année, on va dire, où je voulais prendre du plaisir, comme je l'ai dit avant, de vraiment aller sur
sur les courses qui me faisaient plaisir, de peut-être être moins focus à me dire bah je dois je dois faire ce course parce que c'est un step dans la course suivante et plus me dire bah en fait j'ai envie d'aller faire ce course parce qu'en fait c'est une course qui me donne envie d'aller faire, que j'ai envie d'avoir du fun et de prendre du plaisir sur la course et peut-être ça fonctionne aussi mieux parce que ça me permet d'arriver avec beaucoup moins de pression sur les courses et plus me dire bah en fait je suis là pour m'amuser et puis je suis là pour prendre du plaisir et puis j'ai toujours cette réflexion, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer le triathlon? Ça pourrait, le trail, ben oui, c'est un sport différent, ça pourrait me donner une porte de reconversion. Donc oui, c'est en pleine, ouais, je suis en train un peu pas mal de réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Là, cette année, ben, j'ai un peu ces objectifs de semi-Ironman, de faire, là, j'ai une série mondiale mi-septembre à Karlovy où j'ai bien envie de performer. Mais après, je sais même pas encore si j'ai envie de voyager en Australie pour aller faire la finale des séries mondiales, même si je suis bien classé en ce moment, mais c'est toute une réflexion au fond de moi qui me dit, bah, en fait, pour l'instant, je viens un peu au jour le jour, comment ça vient. Je fais les courses qui me font pour l'instant plaisir encore de faire. Et puis, c'est une réflexion que j'ai au fond de moi de me dire, bah, pourquoi pas? C'est un monde sympa, le monde du trail, mais après, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce monde et de repartir dans un processus de voyager à l'autre bout de la planète pour aller faire des trails, mais plus pour rester dans peut-être les courses de montagne ou comme ça, vraiment en Europe, un peu les courses connues en Europe, comme ben, refaire Sierzinal, peut-être aller à Zegama, faire peut-être, par exemple, il y a une course en Suisse au Molaison, là où Rémi Bonnet, chaque année, il la gagne, il a un record, je crois, vraiment juste impressionnant. Ben, d'aller voir combien je vaux sur ces courses, ben, ça peut vraiment me donner envie. Et puis, je suis en grosse réflexion, un peu de voir aussi qu'est-ce que les marques qui m'ont proposé des choses là pour l'instant pour le monde du trail, est-ce que elles sont OK avec ce projet? Est-ce qu'elles sont prêtes à me suivre? Ben, si oui, ben, ça pourrait m'intéresser à pourquoi pas venir dans le monde du trail et peut-être mettre en pause ma carrière de triathlète pour un ou 2 ans comme ça. Parce que du coup, tu restes quand même toujours attiré j'imagine que une des motivations, un des rêves quand on est triathlète olympique, c'est de batailler pour la médaille et peut-être quand même d'essayer de retenter ta chance pour Los Angeles, où ça te paraît vraiment compliqué de jouer la médaille avec le niveau actuel dans le triathlon. Parce que là, j'en ai parlé, tu as quand même fait des très grosses perfs. Alors c'est sur le format, je veux pas te dire de bêtises, mais les grosses courses que tu as fait, c'était plutôt ça finissait par un 5 km plutôt que le format olympique où c'est 10 km. Est-ce que tu te sens plus ou moins à l'aise sur l'un ou sur l'autre ou pas voilà, parce que des fois, c'est vrai que si on a l'impression que le Graal un petit peu de la médaille olympique est très loin. C'est vrai que la motivation peut un petit peu s'étiolier, surtout que c'est comme tu l'as expliqué, très répétitif. C'est quand même le même circuit chaque année, avec quand même beaucoup de contraintes logistiques notamment. Donc Ouais. c'est peut-être ça aussi qui fait que tu trouves de la nouveauté dans le trail où nous, des fois, on se plaint de ce manque de structuration, mais justement, ça donne aussi cette possibilité d'être un peu plus libre dans ces saisons. Ouais, ben, c'est surtout ça. Les étapes, elles sont toujours les mêmes. On a toujours Abu Dhabi. Oui, le circuit, il change toujours un peu. Après, on va toujours au Japon, à Yokohama. Cette année, j'ai pas été à Yokohama parce que ça m'embêtait de faire le voyage. Il y a toujours une étape en Sardaigne. Ben, cette année, ça s'est pas bien passé en Sardaigne parce que, ben voilà, mentalement, j'étais pas bien pour aller sur place. Ça s'est pas bien passé. Mais c'est toujours un peu les mêmes étapes en bourse et chaque année. Bah, en fait, je suis plutôt polyvalent. Avant, j'étais plutôt bon, on va dire, j'étais bon sur du sprint, mais j'ai toujours aussi été bon sur du distance olympique, donc où on finit par un 10 km parce que bah, avant que je performe vraiment là, cette année à Abu Dhabi en distance sprint, là où j'avais fait mon meilleur résultat, c'était en 2021, après les Jeux, sur la grande finale, donc la dernière étape de la série mondiale, où j'avais fini cinquième au sprint sur un distance olympique. Donc, c'est pas forcément ça. Sinon, mes autres gros résultats, c'était souvent à Yokohama où j'avais performé sur distance olympique. Donc, c'est pas, ça dépend. Par exemple, il y a aussi les championnats d'Europe ou les Jeux européens où j'ai performé sur distance olympique. Donc, je suis assez polyvalent. C'est pas forcément le sprint distance qui me convient le mieux, mais c'est un peu des deux. Et puis, oui, ben, il y a toujours cette réflexion de dire qu'on peut aller jouer la médaille et tout ça, que ça peut être possibilité, mais j'ai l'impression que, ouais, je sais pas encore si j'ai la motive à continuer à me remettre dans un processus autant logistique de voyage pour les 3 prochaines années. C'est aussi pour ça que c'est une grosse réflexion à me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire du triathlon, à continuer à faire du sport de haut niveau, à mettre autant de contraintes dans ma vie parce que bah
c'est aussi le trail, ça m'intéresse aussi parce que ça me permet d'être, on va dire, dans les entraînements, plus en montagne, l'hiver, de faire plus de ski alpinisme ou comme ça, alors que ces dernières années, j'étais vraiment très focus dans le triathlon. Et puis, bah, en hiver, même si on profite un peu de l'hiver en Suisse, on fait un peu du ski de fond, on part assez rapidement à l'étranger, au chaud, pour se préparer, s'entraîner. Alors que, en fait, l'aspect montagne, il me manque un peu ces dernières années. Et puis, c'est peut-être pour ça que ça me donne envie de revenir plus dans des aspects où je reste plus en Suisse et j'arrête peut-être un peu de voyager autant loin pour le sport. Bah, cette année, on va dire, j'ai peut-être pas fait la meilleure préparation hivernale que comme je faisais les autres années parce que c'était un peu une année différente. Et puis, en janvier, au lieu de partir à l'étranger, en fait, je suis parti une semaine en vacances en Laponie avec ma famille. Et puis, en fait, j'ai fait une semaine de ski de fond en Laponie. Et puis, au final, ben, un mois après, je performe à Abu Dhabi. Donc, c'est pas forcément le lieu de préparation ou la préparation spécifique d'un certain point qui fait que on va performer. C'est aussi des fois l'aspect mental qui apporte des fois beaucoup plus pour bien performer, en fait. Génial. Bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était vraiment cool de te découvrir parce que ça a surpris, je pense, un peu tout le milieu du trail de voir un inconnu. T'as quand même failli plier notre sport sur la plus grosse course de la saison. On se disait, c'est pas possible. Un gars qui fait pas de trail, il va gagner la plus grande course du monde. Donc c'était vraiment sympa de t'avoir. Ouais, ouais, bah, merci de m'avoir appris pour le podcast. Et puis, bah oui, même moi, je me suis étonné à l'arrivée. Je savais que j'avais fait une performance incroyable en 2,32. Mais en fait, j'ai pris conscience en discutant un peu après à l'arrivée, avant le podium, qu'en fait, bah ouais, j'avais la meilleure performance suisse sur Cerzinal. Parce que j'étais là, bah, ok, je savais pas du tout. Niveau des temps, ben, je crois que je suis 12 ou 15e meilleur performant sur Cerzinal. J'étais là, bon, ok. Parce que moi, je voyais toujours Kylian Jornet qui avait fait 2,25, donc je m'étais dit à l'arrivée, bon, 2,32, ouais, bon, ça va, c'est ok, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Mais c'est juste de prendre conscience en fait que le 2,25 de Kylian Jornet, il est juste incroyable, et puis que Jack faire sous le 35, c'est juste impressionnant. Et puis ça, j'ai dû lui prendre conscience à l'arrivée parce que moi, oui, je suis un peu arrivé, on va dire, la fleur au fusil sur cette course, et puis vraiment, bah, je me suis fait plaisir pendant 2 heures, plus de 2 heures de course. Et puis, ben voilà, après, à l'arrivée, ben, j'étais là, ben, ouais, je voyais le résultat que j'avais fait. Et puis, ça m'a impressionné, ouais. Et puis, comme vous dites, ben, c'est pas, j'ai pas envie de dénigrer tout. Ouais, moi, je suis arrivé, je trouve incroyable les performances des athlètes. Et puis, ouais, bah, ouais, tout, mais je trouve assez sympa à l'arrivée parce que vraiment tous les athlètes, même du top 10, les étrangers, tout ça, ils sont tous venus me féliciter. Même les Kenyans, ils m'ont félicité, ils m'ont dit que j'avais été incroyable en montée. Et puis moi, j'ai trouvé ça impressionnant de me dire, ben, en fait, que c'est un monde très ouvert parce que plein d'athlètes à l'arrivée, ils m'ont dit, mais c'est sûr que tu veux pas venir faire du trail, venir dans ce monde parce que tu sais, c'est assez cool ou comme ça. Et j'ai trouvé très ouvert, pas dire ah mais c'est qui ce gars qui arrive et qui nous casse tout le truc, et plus être ouvert à accueillir de nouvelles personnes et pas rester dans leur milieu fermé ou comme ça. Donc ça, j'ai trouvé très sympa à l'arrivée aussi. Hop. Génial. Merci beaucoup. Belle conclusion. Merci beaucoup, Adrien. Et puis, on espère te revoir très vite sur les sentiers. Ouais, bah, j'espère. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Ciao. Allez, À bientôt. Allez, on va pouvoir continuer notre épisode avec une petite rubrique. On avait envie de vous faire rentrer un petit peu dans notre semaine UTMB en vous parlant du programme qui nous attend avec Nico et Mathieu. Et d'ailleurs, on espère vous y voir nombreux et nombreuses. Il ne faudra pas hésiter à aller demander des autographes et des selfies à Nico Martin. Il adore ça. Et d'ailleurs, Nico, tu seras au départ, toi, de l'OCC, on l'a dit, mais tu vas aussi travailler pour Brooks durant la semaine. Comment tu vas articuler un petit peu tout ça pour pas arriver trop cramé jeudi matin au départ de ta course? Ouais, bon, tu l'as dit, je vais faire l'OCC. Après, c'est vraiment pas pour m'enlever de la pression, mais je viens vraiment pas à l'OCC avec des envies de performance. Ne serait-ce que déjà physiquement, c'est un petit peu dur avec mon genou. J'ai du mal à retrouver l'entièreté de mon potentiel. Donc c'est plus l'occasion. Voilà, c'est pas si simple. Hein, nous, on a l'impression de banaliser ça, d'être au départ de ces courses-là, mais c'est pas si facile d'être au départ de ces courses. Hein. C'est soit le tirage au sort, soit la qualification. J'ai eu la chance de me qualifier. C'est une belle fête et donc c'est avant tout pour ça que je prends le départ. Mais contrairement à d'autres années où j'essayais d'économiser
le plus d'énergie possible, bah, notamment, on en a parlé du podcast qu'on va faire la veille de la course. Il y a quelques années, j'aurais jamais fait ça à 17 heures, j'aurais été en train de me reposer avant la course. Là, le but, d'essayer de concilier le tout en disant que la priorité aujourd'hui, voilà, c'est aussi le bien des athlètes. Alors bon, on a de la chance sur l'OCC, il n'y a pas besoin de ravitailler les athlètes puisque l'assistance est interdite. Mais voilà, ça va être une semaine qui est toujours quand même assez éprouvante physiquement parce que ouais, on fait beaucoup de choses, on dort pas forcément très bien avec l'excitation un petit peu des courses, le suivi des courses. Avec moi là, j'ai jamais trop suivi l'UTMB toute la nuit, mais je sais que la nuit de l'UTMB, je me réveille toujours au milieu de la nuit pour regarder ce qui se passe. Et puis cette année, bah je vais faire l'assistance de mon ami Thibaut Garivier sur l'UTMB, donc ça sera une première pour moi, donc bah, sûrement une nuit blanche ou quasiment, donc ça sera pas mal de nouveautés et de fatigue, mais ça reste tellement quelque chose d'exceptionnel. C'est quand même avec le temps devenu une forme de pèlerinage un petit peu annuel chaque année, cette dernière semaine d'août du côté de Chamonix. Mathieu, toi, tu ne vas pas courir sur cet événement. Qu'est-ce que tu vas y faire? On imagine que tu vas avoir pas mal de petites contraintes peut-être avec tes partenaires et voilà, avec tes différents partenaires qui vont vouloir te solliciter un peu plus que les années où tu t'avais un dossard. C'est sûr que c'est le moment où toutes les marques viennent à la charge pour essayer d'activer les athlètes et demander des community runs, des séances de dédicaces, des podcasts ou d'autres moments. De mon côté, on est quand même, on va être de S-5 à S-4 des championnats du monde et c'est quand même le moment où où on peut se permettre de charger un petit peu. Donc je vais quand même malgré tout essayer de donner la priorité au repos, à l'entraînement, même si je serai sur place toute la semaine. Il se peut aussi qu'il y ait quelques sorties d'entraînement prévues avec le vainqueur sortant et son dauphin de l'UTMB de l'an dernier, que j'ai la chance désormais d'appeler pendant quelques semaines mes coéquipiers. Donc ça va être sympa. Et du coup, j'ai quand même essayé de concentrer toutes mes activations sur une seule journée. La journée du mercredi, elle sera dédiée un peu à la deuxième phase du métier d'athlète communicant. Je vous invite d'ailleurs le matin à 9h pour un run communautaire avec Brooks au départ du centre-ville avec attention, Clem qui court. Donc là, ça va bousiner et ça va faire des kill cam. Et puis après, en fin de journée, je vous invite aussi à assister donc à notre podcast qui aura lieu à la House of Mountains en plein centre de Chamonix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les infos sont à retrouver sur Instagram. Il va falloir être très fort mentalement pour résister à la tentation des multiples activités de la semaine UTMB, d'aller voir les courses, d'aller participer aux multiples soirées auxquelles on est invité. Cette semaine, même en étant sur place, c'est une semaine où moi je souffre beaucoup de la FOMO, comme on dit, de la peur de manquer des choses. J'ai envie d'être partout tout le temps, de rencontrer tout le monde. Mais là, cette semaine-là, j'ai quand même en vrai très envie en tout cas, j'espère pouvoir mettre la priorité sur faire des bonnes nuits, faire des beaux entraînements et juste la journée du mercredi, faire le job d'athlète pro dans le sens de la communication. Mais voilà, j'ai quand même les championnats du monde et ça reste ma priorité. Et juste donc tu seras aussi tu seras au logement avec les athlètes Brooks, on imagine, parce que pour rappeler un petit peu aux gens, généralement les grosses marques et même nous avec l'académie on réserve un logement sur la semaine, donc c'est un moyen aussi de se retrouver tous ensemble et de vivre une semaine hyper conviviale. Toi, tu seras logé avec les athlètes aussi, Mathieu? Ouais, j'ai la chance que Brooks ait accepté ma présence toute la semaine pour pouvoir m'entraîner dans la vallée de Cham et puis aussi éventuellement donner des conseils un petit peu aux autres athlètes qui sont peut-être pas tous aussi expérimentés. Là, ça fait quand même 10 ans que j'ai un petit peu cette démarche de performance. Ça fait 10 ans que je viens dans la vallée de Chamonix, que je connais les courses, que je connais comment optimiser le matériel, comment faire un plan nutrition, et ça sera aussi un petit peu l'occasion de transmettre cette expérience aux autres athlètes Brooks, j'espère. Et d'ailleurs, si on veut suivre un ou une athlète Brooks qui va être sur le devant de la scène sur cette semaine UTMB, qui est-ce qu'on doit suivre, messieurs? Nico, à toi l'honneur. À part Nico Martin, bien sûr. Ouais, on va faire un peu de chauvinisme, mais on espère une belle course d'Anto Felber sur l'OCC à domicile. Il reste sur une 7e place en 2023, donc je crois que c'est lui sur le papier meilleur français au départ de cette course. Et puis après, il y a une très belle délégation quand même sur la CCC avec moi, je souhaite une belle course à Gian Marquette, le Suisse, qui a connu plusieurs saisons difficiles et qui était venu sur le devant de la scène avec un excellent temps
sur à peu près le même format au Lavaredo. Donc on espère qu'il fera une belle course. Et puis voilà, après, il n'y a pas encore beaucoup de monde, nous, sur l'UTMB, puisqu'on aura un seul athlète, Ricardo Certa, mais sinon, des belles délégations sur les deux autres courses. Et puis, tu l'as dit, on a un chalet, nous, relativement bien situé. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ça. On est à Argentière, donc on est quand même au calme, on n'est pas à Chamonix. Et, euh, et ça va mettre mon mental à rude épreuve, puisque pendant la course, on passe à 10 mètres du chalet au 45e kilomètre. Donc, il faudra que je sois solide mentalement pour ne pas tourner à gauche et rentrer au chalet et continuer mon aventure jusqu'à Chamonix, puisque je pense que je risque d'avoir quand même déjà un petit peu mal aux jambes à ce moment-là. Je serai là avec le pic du barbecue pour que tu ne puisses pas tourner dans le chemin, Nicolas, ne t'en fais pas. Et de mon côté, on va parler quand même de Noémie Vachon, qui est la seule féminine chez Brooks qui va mettre un dossard sur la semaine UTMB. Elle sera sur le format OCC. Et donc, j'espère que ça va bien marcher. Elle a fait une belle prépa du côté de Font-Romeu, où elle réside. Et puis sinon, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Mathieu Simon. Mathieu Simon, c'est quand même mon homonyme de prénom. Et puis surtout, un très très bon copain qui mérite, qui essaye de se donner les moyens de faire très bien. Il avait franchi la ligne en 10e position il y a 2 ans sur cette CCC avant de se faire reclasser 11e parce qu'il y a un athlète qui était parti dans la deuxième vague qui avait fini et qui avait fait un meilleur chrono que lui. Donc cette année, on lui souhaite de rentrer dans le top 10. Et puis je vais aussi garder un œil sur Chris Myers, l'américain qui a fait 2e de la Western. Très peu d'athlètes masculins ont déjà réussi à perfer de suite sur la même année sur la Western et sur une des courses UTMB. On a vu des athlètes féminines qui ont déjà réussi à le faire à l'image de Courtenay, mais chez les hommes, il y en a très peu et j'espère que, en tout cas, je vais garder un œil très pointu sur Chris Myers pour voir s'il arrive aussi à perfer sur ces 2 courses qui sont quand même, qui demandent des qualités très différentes. Et toi, Alex, tu nous as pas parlé de ton programme et des athlètes que tu allais suivre cette semaine à Chamonix. Ouais, bah nous c'est toujours une semaine hyper importante et moi j'y vais toujours avec une immense hâte. C'est toujours assez fou de se retrouver à Cham en sachant qu'on y va quand même. Enfin moi j'y vais quand même assez peu souvent, donc c'est toujours assez exceptionnel d'arriver dans cet environnement et de se dire qu'on est là pour la semaine UTMB. Donc très très hâte déjà de se rendre sur Cham. Et puis nous on sera aussi à Argentière. Quand tu dis nous, est-ce que tu peux préciser de qui tu parles parce que peut-être nos auditeurs augmentent chaque semaine et il y en a peut-être qui ne savent pas forcément quelle mission tu vas avoir sur cette semaine. Nous c'est principalement moi et mon ego déjà. Non, quand je dis nous, c'est bien sûr avec les jeunes de l'académie. J'allais y venir. Les jeunes de l'académie, la Colibri Trail Academy, dont je suis le team manager, et j'aurai 7 athlètes sur 8 qui vont courir sur cette semaine UTMB. Et nous, nos athlètes, ils courent plutôt en début de semaine, notamment sur la MCC où j'aurai 4 athlètes, 2 filles et 2 garçons. J'aurai une athlète présente sur la YCC le mardi sur la course jeune, et puis le mardi après-midi aussi, j'aurai 2 athlètes sur l'ETC, avec, je l'espère, des gros résultats à la clé. La semaine UTMB, c'est toujours une semaine où il y a un peu de pression, parce que on sait que c'est une semaine où s'il y a grosse perf, ça peut vite apporter beaucoup de visibilité. Donc c'est toujours intéressant pour les partenaires et puis aussi pour montrer aux yeux du grand public qu'on travaille bien de notre côté. Donc voilà, ça c'est toujours une bonne pression. Et puis l'avantage qu'on a nous avec les jeunes, c'est que vu qu'ils courent en début de semaine, ça permet de profiter de tout le reste de la semaine vraiment à 100%. Et ça nous permet très souvent d'aller suivre les courses et d'inspirer un peu les jeunes à aller voir leurs idoles sur l'OCC, la CCC et l'UTMB. Donc très hâte de vivre ça avec eux. Et puis voilà, ça va être chouette. Et je vous invite toutes et tous à aller suivre le compte Instagram de l'académie, parce qu'on essaye de partager vraiment des contenus un peu en inside. Donc pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller vous rendre sur le compte Insta, et surtout les inscriptions sont pas encore lancées, mais quand vous allez écouter le podcast, ce sera sûrement le cas, à vous inscrire au Morning Run qu'on organise avec nos partenaires Baou, Julbo et Sidas le vendredi matin, le jour de l'UTMB. Il y aura plein de petites surprises à gagner. On se fera un plaisir de vous y retrouver. D'autres choses à ajouter, les amis, sur la semaine UTMB ? Non, ça devrait être encore une belle fête avec pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'info,
si vous voulez faire un petit peu la fête, je pense qu'il faudra aller du côté de Valorcine samedi matin. Tout à fait. Et ben on va pouvoir passer à notre dernière rubrique de l'épisode, au reco. Et puis on va tout de suite commencer avec toi, Mathieu. Ta reco de la semaine. Enfin, après moult semaines, j'ai enfin une reco qui sort du trail, les amis. Je vous emmène sur la chaîne YouTube de Monsieur Phi. Phi, PHI comme le début de philo, parce que c'est une chaîne de philosophie tenue par un docteur en philo, Thibaut Giraud, qui vulgarise de la philo de façon brillante et pertinente. J'ai consommé beaucoup de son contenu à une époque et je suis retombé récemment sur sa chaîne pour une vidéo dans laquelle il débunk les propos d'un prétendu expert en IA qui a été invité sur à peu près tous les plateaux télé et radio de France. J'ajouterai même sur Arte, puisque vous avez tous les deux fait des recos Arte, il est aussi passé là-bas. C'est honteux. Il a même été auditionné au Sénat pour son expertise. Et en fait, dans cette vidéo, on se rend compte que, en regardant et en suivant les explications de Thibaut Giraud, que cet expert ou ce prétendu expert Luc Julia ne comprend en réalité pas grand-chose au fonctionnement des IA modernes et que c'est un vaste imposteur, menteur. Et c'est fou de voir à quel point, par quelques tours de passe-passe mentaux et quelques éléments de langage répétés en boucle, il a réussi à s'imposer comme une soi-disant référence dans tout l'espace médiatique français. Et c'est assez marrant, ça me fait sourire car on m'a déjà donné quasi mot pour mot dans la vraie vie des arguments et des exemples faux que lui-même donne dans toutes ses interventions. Preuve d'à quel point il est devenu influent sur ce sujet-là en France. Et ça m'a fait aussi penser à certaines personnes du milieu du trail qui, à force d'asséner des mensonges, finissent par se faire connaître et à faire croire que c'est vrai et à se faire une place médiatique forte. On va s'arrêter là, je m'égare. Mais bref, allez voir la vidéo de Monsieur Phi qui est incroyablement accablante. Et surtout, abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est brillant. Top. Nico, ta reco? Moi, je continue sur mes recos autour de la météo, notamment. Tout le monde s'en fout, Nico. Arrête. Mais si, on s'en fout pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était très intéressant, ma reco de la dernière fois. Tu devrais plus t'intéresser à l'environnement dans lequel tu vis, Alex. Tu as raison. Non, moi, c'est une reco, un documentaire Arte, alors, qui est pas très récent, qui a dû être fait en 2023, mais qui est disponible sur YouTube. Depuis quelques jours. Ça s'appelle Les Alpes, la fabrique de notre météo. C'est donc un documentaire qui nous parle un petit peu des différents phénomènes météorologiques qu'on a et notamment de comment notre climat est très influencé par la présence des Alpes, donc que ce soit les vents, les orages, les avalanches et si j'ai fait cette reco, c'est parce qu'en le regardant, il y a eu quelques clins d'œil un petit peu au podcast, à notre histoire, parce que il parle au début de la gestion de la météo durant l'UTMB, et puis ça parle aussi de l'ancien lieu de vie de Matt à Innsbruck notamment. Donc voilà un documentaire assez sympa, et moi j'aime bien tout ce qui tourne autour de la géographie et comprendre l'environnement dans lequel on vit. Bah tu l'as bien vendu, tu vois. Je me le note et je vais me le regarder juste après. Et moi quand même, je vous donne une reco un peu plus divertissement, on va dire. C'est une série que j'ai vue. Je reste sur Arte, une série australienne et du coup une nouvelle reco australienne puisque la semaine dernière je vous faisais la reco d'un groupe australien de pop nommé Royal Otis. Et ben cette fois-ci, je vous recommande fortement une série qui s'appelle Upright. Donc à retrouver sur Arte. En gros, c'est l'histoire d'un musicien à la dérive qui va rencontrer par accident une ado complètement déjantée nommée Megan et la série raconte la relation qui va se créer entre les deux personnages et surtout les folles aventures qu'ils vont vivre ensemble à travers les routes australiennes. Voilà, si vous avez envie de vous détendre sur Arte le soir avant de vous coucher, je vous conseille fortement cette série. On a fait le tour, les amis. C'est tout bon. Bah, ça me semble ok, hein. Parfait. Et ben merci à tous les deux pour votre temps. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine à Chamonix sur l'UTMB. On espère vous y voir nombreux et nombreuses. Sinon, on espère vous retrouver dans les commentaires sur YouTube ou sur le canal Instagram de Mathieu pour échanger avec vous. Et d'ici là, on se dit rendez-vous dans 2 semaines. Ciao, ciao. Salut à tous. À très vite. On se voit à Cham. Ciao, ciao. Ciao.